La genèse de Nice 2 trouve sa source dans l'évolution du paysage de la menace, avec l'apparition de ce qu'on appelle la menace systémique, celle liée au crime organisé, des rançongiciels qui ont marqué les esprits à travers de la paralysie de nos hôpitaux, de nos collectivités, de nombreuses entreprises, d'universités plus récemment. La dimension activiste d'acteurs qui ne sont pas des États mais qui cherchent à, qui soit se prévalent de causes diverses et variées mais qui surtout cherchent à se mettre en lumière, et crimes organisés ou activistes qui ont en commun une approche totalement indiscriminée, qui tôt ou tard finit par toucher toute victime potentielle, toute structure, quelle qu'elle soit, et la liste des exemples que j'en ai donné donne toute la diversité des victimes, qui touche de manière malheureusement démesurée les petits acteurs d'un certain point de vue, ceux qui n'étaient pas confrontés à la menace jusqu'à présent, qui a des conséquences inacceptables sur le plan sociétal, dans la délivrance des services publics, sur le plan économique, dans la faillite d'entreprises, et qui, même si elle n'est pas une menace de nature étatique, pose tout de même, et je tiens à le souligner, la question du lien de cohabitation qui existe entre certains de ces groupes et certains États. Si les groupes de crimes organisés peuvent prospérer, c'est qu'ils ne sont pas embêtés par les États dans lesquels ils trouvent leur implantation, et pose la perspective tout de même d'une forme d'épée de Damoclès qui verrait une coordination de ces différents acteurs dans une perspective de durcissement du dialogue géopolitique et qui pèse quelque part sur la liberté d'action de l'État français. La vulnérabilité généralisée de notre société, de notre économie à ce type d'attaque est une dimension qui intervient maintenant dans le dialogue entre États. Ce constat, il était partagé avec nos partenaires de l'Union européenne. C'est ce qui a donné lieu à la rédaction de la directive Nice 2, qui a été portée sur les fonds baptismaux, je le précise, à l'occasion de la présidence française de l'UE et qui a été publiée en fin d'année 2022. Nice 2 étant d'une certaine manière Nice 1 dans le volet des entités dites essentielles, c'est-à-dire les acteurs les plus matures, ceux qui sont soumis à des exigences élevées. Et là, on est dans la continuation logique de ce qui avait été fait dans Nice 1, mais surtout Nice 2 crée un paradigme nouveau dans la régulation de plus petits acteurs, qui sont les entités importantes, selon les termes de la directive, qui constitueront la vaste majorité des nouveaux acteurs assujettis, et qui n'ont pas vocation à être protégés contre la menace stratégique ciblée d'un service de renseignement étranger, mais sont malheureusement les victimes récurrentes et quotidiennes de la menace non ciblée, systémique, qui fait des victimes sans avoir de cible. Donc Nice 2 est de ce point de vue-là un changement d'échelle. On passe à potentiellement plus de 15 000 acteurs régulés en France contre 500 aujourd'hui. On est dans un changement surtout de paradigme dans la menace qu'on doit contrer, celle qui est non ciblée, celle qu'on appelle systémique, dans également la logique de sanction, puisque à l'occasion de Nice 2, on bascule d'une logique préexistante de sanctions plutôt du registre pénal, hein, qui n'était pas opérante, à une logique naturellement calquée sur celle du RGPD, de sanctions administratives, financières, beaucoup plus opérantes. Je précise que ce changement de paradigme sort aussi l'ANSSI de sa zone de confort. On est de facto confronté depuis quelques années, comme tous les autres, à cette menace systémique. On n'a jamais été en position de réguler ces petits acteurs qui vont être le cœur de la dimension nouvelle de Nice 2. Avec ces éléments en tête, nous avons préparé ce texte de transposition avec quelques principes directeurs. D'abord, l'absence de surtransposition. Ce qui vous est présenté aujourd'hui est une transposition sèche, avec l'exercice de 2 droits d'option en ce qui concerne les collectivités et les établissements d'enseignement, sur lesquels nous avons, je pense, fait des choix rationnels et raisonnables, et plus généralement similaires avec ceux qui sont faits par les autres États membres européens dans leur transposition à eux. Deuxième principe directeur, la recherche de proportionnalité. Je l'ai dit, pour les entités essentielles, le sillon est bien tracé. On s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent avec Nice 1, avec le cadre national du Code de la Défense. Pour les entités importantes, c'est un champ nouveau sur lequel nous avons eu un travail intense pour essayer de positionner la hauteur de la barre. Il faut faire quelque chose, une exigence pas trop élevée, qui soit soutenable, parce que sinon on sera dans quelque chose qui n'aurait pas de réalisme économique, mais pour autant une exigence qui soit suffisamment élevée pour être opérante. Tout niveler par le bas dans le niveau d'exigence vis-à-vis des entités importantes, c'est leur imposer des choses qui auront un coût, mais aucune efficacité, parce que ce sera trivialement contournable par les attaquants. Donc on a travaillé à ce juste niveau, on l'a fait, et c'est un troisième principe directeur, dans une logique de co-construction, comme jamais auparavant ne l'avait fait l'ANSSI, avec la consultation de plus de 70 fédérations professionnelles, des 11 principales associations d'élus, de 4 fédérations d'ailleurs des professions, des collectivités territoriales également. Tout cela depuis septembre 2023, avec des consultations sur différents points de la transposition.
Et tout cela va continuer. Nous reprenons d'ores et déjà, et ça va s'intensifier en janvier, les consultations autour de l'élaboration du cadre réglementaire. Évidemment, cela se poursuivra et cela ne se conclura qu'après l'examen du texte de loi, mais nous pouvons avancer en temps masqué, hein, si j'ose lire, avec ces acteurs-là, toujours dans cette logique de consultation, de bien jauger notamment l'empreinte économique des mesures que nous préconisons, avec des estimations qui figurent dans votre dossier parlementaire, d'un investissement initial demandé à une entité importante, donc les petites structures qui partiraient de rien, ce qui n'est pas le cas de toutes, de l'ordre de 100 à 200 000 euros, et des frais récurrents qui sont 10% de tout cela. Et puis vous retrouverez dans le dossier parlementaire les chiffres un peu plus élevés pour des entités essentielles, mais dans les deux cas, avec une relation assez simple. Ce qui est demandé en termes d'investissement initial, c'est 10 fois moins que le coût d'une cyberattaque en estimation d'ordre de grandeur. Et le coût récurrent est donc 100 fois moins que le coût d'une cyberattaque, avec cette conviction que j'ai que la cyberattaque est une forme de certitude sur le long terme pour toute entité qui ne se protégerait pas. Nous avons également eu un principe de simplification. Alors ça ne saute sans doute pas aux yeux aux lecteurs du projet de loi, mais à travers ce projet de loi, il y a à la fois l'intention et la réalité d'une simplification du millefeuille réglementaire qui s'est accumulé au fur et à mesure des années par le Code de la Défense, par différentes dispositions. Donc à travers ce projet de loi, notre intention est d'aligner l'ensemble des cadres réglementaires ou législatifs relatifs à la cybersécurité sur un référentiel commun, de normes communes, de mesures communes, qu'il s'agisse donc des assujettis à NIS 2, des opérateurs d'importance vitale relevant du Code de la Défense ou des administrations publiques qui relèvent du référentiel général de sécurité porté par une ordonnance de 2005. Donc il y a un vrai, ça n'épuise certainement pas le sujet de la simplification, mais c'est un premier effort dans ce sens. Nous avons aussi en tête un besoin d'harmonisation. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire exactement pareil dans tous les États membres, sinon ce ne serait pas une directive mais un règlement, mais nous avons bien en tête et à cœur le besoin d'harmoniser le plus possible, d'aligner les dispositifs le plus possible au profit des entreprises qui seront soumises à ces réglementations, le cas échéant dans plusieurs États membres, avec un dialogue permanent qui se structure autour d'un groupe de coopération, NIS 2, établi par la Commission européenne, avec la prise en compte des actions subséquentes de la Commission européenne, notamment l'acte d'exécution qui a été pris cet été pour fixer le cadre applicable aux infrastructures numériques, avec des sources d'inspiration que nous trouvons chez d'autres États membres, notamment la Belgique, que vous avez mentionné, Monsieur le Président, et qui est le seul État membre à avoir totalement transposé, même si l'Italie s'en approche également, et qui est pour nous une source d'inspiration permanente, sans vouloir tout aligner à l'évidence, mais en regardant ce qui est fait et ce qui va être fait, puisque je pense que la Belgique, précurseur, essuiera un certain nombre de plâtres au profit de l'ensemble de la Commission